que je pourrais dire, en fait, c'est que mon travail, en fait, se concentre essentiellement sur des questions de démocratie et de responsabilité collective. En fait, j'ai souvent tendance à présenter mon travail prenant son origine deux articles que j'ai publiés en tout début de carrière, un sur Machiavel, sur le pluralisme et les conflits à Florence, et un autre qui était sur le conséquentialisme et responsabilité collective. Et en fait, je suis toujours pris avec les deux mêmes questions, c'est-à-dire comment penser les conflits en démocratie tout en assumant toute l'importance en fait de la responsabilité collective. Et donc, tout mon travail, dans la mesure où il y en a un, c'est d'essayer de penser des questions comme celle de la liberté d'expression à l'aune de cette idée d'une responsabilité collective. Ça m'a amené aussi un certain nombre d'implications sociales. J'ai été très actif au sein de la Ligue des droits et libertés, et dont j'ai été aussi le président. Et en fait, avec la Ligue des droits et libertés, j'avais commencé un chantier au moment de la pandémie, en fait, sur la question de la protection des droits des personnes âgées. Et graduellement, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser d'un point de vue philosophique, mais j'ai tout de suite vu, en fait, que la littérature philosophique était, disons, très, très, très maigre sur la question. Alors, le livre qui revient le plus souvent, c'est le fameux livre de Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans son livre. Elle parle essentiellement d'une forme de marginalisation des personnes âgées en raison de questions de justice sociale. Mais c'est un livre aussi où on voit qu'elle a quelque chose comme une détestation, en fait, du statut de la personne âgée. C'est-à-dire qu'elle vieillit elle-même et elle déteste cela, mais elle déteste aussi ce qu'on fait d'elle, c'est-à-dire ce qu'on fait des vieux. Mais toute la question de ce qu'on pourrait appeler l'agentivité des personnes âgées, d'une certaine manière, la manière dont on respecte, qu'on regarde les personnes âgées comme des personnes comme les autres, ça, c'est quelque chose qui est évacué. Donc, le titre général de mon projet de travail, c'est des personnes comme les autres, et c'est vraiment d'essayer de voir si les personnes âgées peuvent être considérées effectivement comme des personnes comme les autres. Alors, avant de parler tout à l'heure, il y a Yves qui m'a rappelé la fameuse, Yves Gingras qui m'a rappelé la fameuse chanson là, de Jacques Brel, Les Vieux. Alors, je la cite parce qu'il me l'a demandé, puis j'essaie de m'éviter ces foudres qui va sûrement me reprocher de dire quelque chose que je ne comprends pas moi-même. Mais donc, au moins, je vais l'amadouer, enfin, je l'espère, peut-être que je l'énerve déjà encore plus, en citant donc ce texte de Jacques Brel, parce qu'il y a une phrase, enfin, il y a une vers qui est très beau. Il dit: les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. En fait. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça résume en fait mon propos. Je pourrais arrêter là, mais je vais essayer malgré tout de vous donner un peu le sens de mon exposé. Ce qui m'intéresse, en fait, moi, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on est à l'écoute des personnes âgées, mais pas une écoute qui soit uniquement, disons, de soins ou d'attitudes qui les voient un peu comme des personnes qui ont besoin d'attention, mais vraiment de les voir comme des interlocuteurs à part entière. Alors, il y a quelques années, en fait, je me souviens enfin, il y a quelques années, ça remonte à vraiment il y a très longtemps, en fait, alors que j'étais délégué syndical, il y a un collègue qui disait, vous savez, on vient de gagner des droits parentaux, mais il va falloir que la prochaine lutte, ça va être sur les droits, en fait, inscrits dans la convention collective, d'avoir des congés pour s'occuper de nos parents, en fait. Et là, je me souviens que tout le monde qui venait d'avoir des congés parentaux, tout le monde disait, ben là, si en plus, il faut essayer de négocier dans la convention collective des droits pour s'occuper de nos parents, alors on n'en sortira plus jamais. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je l'avais regardé en disant, mon Dieu, c'est vraiment une affaire de vieux. Mais ça y est, moi, je suis vieux maintenant. Et je pense, en fait, qu'on a un très sérieux problème de ce côté-là. Toute la question, en fait, me semble-t-il, c'est quand on parle des personnes âgées, quand on parle des vieux ou des vieilles, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que déjà, moi, je peux me considérer comme tel, d'autres aussi parmi nous. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on arrive à déterminer une telle catégorie lorsqu'on veut parler, par exemple, de la liberté d'expression des personnes âgées? Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, mon exposé très rapidement, ce sera de présenter la problématique, la spécificité de la question de la liberté d'expression au sujet des personnes âgées, les obstacles à cette liberté d'expression et enfin les renforcements des capacités à exercer cette liberté. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment très peu de choses en fait dans la littérature. Il commence à avoir un certain nombre de choses qui ont été publiées, mais très souvent, en fait, la question des personnes âgées, c'est assez cynique, mais en philosophie, elle est abordée sous l'angle de l'aide médicale à mourir. Sinon, il y a toute la littérature sur
l'éthique du care, en fait, qui va aborder évidemment ce genre de questions. Et puis ensuite, vous avez quelques, je dirais, satellites un peu étranges. Par exemple, Martha Nussbaum, qui doit écrire un livre à tous les 2 mois. Martha Nussbaum, enfin à tous les mois même, Martha Nussbaum vient de publier un livre sur la question de la vieillesse qu'elle a coécrit, je ne me souviens plus du nom de son co-auteur. C'est un des livres, enfin, les plus drôles à lire parce que, en fait, ça fait penser un peu, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Laura Adler sur la vieillesse, où en gros, vous avez une personne qui a énormément de moyens et qui dit, mais c'est extraordinaire, vous savez, d'être vieux, ouais, mais tu es riche à craquer, et puis toi, il n'y a pas de problème à être vieille parce que, en fait, tu mènes une vie parfaitement autonome et tu n'es pas dépendante de personne, etc., etc. Donc, en fait, parfois, Nussbaum, ça ressemble un peu à ça. Elle attaque Beauvoir en disant que Beauvoir n'a qu'une vision négative en fait de la vieillesse, alors qu'elle elle se sent en pleine forme. Bon. Alors là, il y a un moment où on dit, bon, ben, Martha Nussbaum, on va la mettre de côté pour le moment, et puis on essaie d'aller voir ailleurs. Alors, il y a des collectifs, en fait, sur la question de l'agisme, du aging. En fait, il y a un Palgrave Handbook qui vient de paraître aussi sur ces questions-là. Mais surtout, en fait, il y a toute une équipe autour des travaux de Axel Gossry, en fait, un chercheur qui a été invité au centre de recherche en éthique à l'époque où c'était le centre de recherche de l'Université de Montréal, en fait. Et donc, Axel Gossry a fait paraître tout un collectif là, en août dernier, en fait, sur cette question-là. Et je m'inspire à la fois de son travail sur l'agisme, mais aussi un certain nombre de travaux qu'il a fait sur la question du capacitisme, en fait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au problème de la liberté d'expression des personnes âgées, puisque, après tout, elles sont des personnes comme les autres? Donc, on pourrait très bien dire, en fait, que c'est une fausse question au départ, parce qu'il suffit de penser la liberté d'expression, puis ensuite de la rapporter à un groupe particulier. Moi, la perspective qui est la mienne, plusieurs connaissent un peu mon approche, c'est en fait que des droits et libertés civiles peuvent difficilement être conçus sans les penser dans une interaction entre les droits, dont une interdépendance des droits. C'était un des credos, si j'ose dire, je ne devrais peut-être pas utiliser ce mot, mais de la Ligue des droits et libertés, en tout cas un motto de la Ligue des droits et libertés. Et je pense en fait que si nous voulons répondre à la question spécifique du droit des personnes âgées, il faut aussi l'allier à tout un ensemble de droits sociaux. Mais ça, je vais mettre ça à l'arrière-plan. J'y reviendrai peut-être en conclusion si je peux. On pourrait aussi tout simplement dire que la question des personnes âgées, en fait, ne se pose pas ou se pose de manière un peu maladroite, puisque, après tout, ces personnes sont omniprésentes, en fait. Donc, moi, je me souviens, par exemple, Daniel Weinstock et Patrick Turmel avaient à une époque un projet qui était sur la philosophie politique de la ville. Et Daniel disait, ce qui est assez fascinant en philosophie politique, c'est qu'on s'intéresse à des philosophies de la démocratie, à des théories de la justice, et on n'arrive pas à montrer qu'il y a une différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Il devrait y avoir des questions propres au milieu urbain. Et moi, ma réponse à Daniel à cette époque, c'est il me semble que toute la philosophie politique contemporaine est uniquement pensée, au contraire, en fonction du milieu urbain. Et on pourrait me répondre la même chose, c'est-à-dire de dire, il n'y a rien sur les personnes âgées. Ben non, parce que tout porte sur les personnes âgées. Il n'y a que regarder les auteurs qui publient et qui sont les plus cités. Soit ils sont morts, en philo on est bon pour ça, soit ils sont pas loin de l'être. Donc, on pourrait dire qu'en fait, il y a une omniprésence en fait des personnes âgées. Mais moi, ce qui me fascine, en fait, j'imagine comme vous, je l'espère en tout cas, c'est effectivement l'omniprésence sociale des personnes âgées, mais en même temps leur disparition complète quand vient le temps de vraiment rendre compte de ce qu'elles sont, de ce qu'elles désirent, de ce à quoi elles aspirent. La plupart du temps, même dire que des personnes âgées aspirent à quelque chose apparaît un peu étrange parce qu'on se dit, ben voilà, c'est des gens qui sont en fin de vie, donc on ne voit pas pourquoi on devrait parler de leur projet de vie, en fait. Et graduellement, en fait, on considère qu'elles n'ont plus de projet de vie et donc on n'a pas à écouter leurs opinions, par exemple, sur l'avenir d'une question ou d'un projet de société particulier. Alors, ce que je vois, en fait, c'est que je ne sais pas encore si j'ai le vocabulaire de la discrimination, de la stigmatisation des personnes âgées. Il y a Gisèle Sapiro qui parlait de la stigmatisation des personnes hier. J'hésite parce qu'évidemment, le vocabulaire de la discrimination, il est très chargé. J'ai déjà fait un séminaire sur toutes les modalités complexes du problème de la discrimination, mais je vais le garder pour le moment, même si ce n'est peut-être pas la meilleure manière de cerner le problème. Ce que je voudrais aussi, en fait, préciser dès le départ, et ça fait partie, me semble-t-il, de la problématique, c'est comment arriver à parler d'un problème
comme celui de la liberté d'expression ou comme celui des droits des personnes âgées de manière générale, alors, encore une fois, comme je l'ai dit au départ, que la catégorie elle-même est très floue. Si vous voulez parler, par exemple, de racisme, si vous voulez parler de sexisme, alors la catégorie est beaucoup plus clairement identifiable. On peut clairement dire, alors tel groupe a été discriminé parce qu'il est dans une position où, en fait, traditionnellement, ou pour toutes sortes de raisons, c'est ce groupe qui est discriminé au détriment d'un autre. Le problème avec le critère de l'âge, en fait, c'est qu'on peut avoir exactement le même critère qui va tantôt servir un groupe, tantôt le desservir. Donc, on peut très bien dire, par exemple, que les personnes âgées, dans bon nombre de situations, sont mieux loties que les personnes plus jeunes, ou inversement, en fait, que leur âge fait en sorte qu'elles sont desservies. En plus, le critère, il est encore plus flou parce que, à la limite, lorsqu'on parle, par exemple, il y a de plus en plus de travaux sur la philosophie politique des enfants, en fait, d'une certaine manière. Alors, on s'entend à peu près pour voir qu'est-ce que c'est qu'un enfant. On a beaucoup plus de mal à déterminer qu'est-ce qu'une personne âgée. Qu'est-ce qu'une personne âgée? Parce que, enfin, est-ce que c'est à partir du moment où tu peux avoir ta carte de l'âge d'or ou est-ce que c'est au moment où tu touches la retraite que tu deviens une personne âgée? Beaucoup plus difficile, d'accord? Donc, la catégorie est beaucoup plus floue en tant que telle. Mais en fait, ce que je trouve intéressant de ce que Gossry dit, c'est que la différence de traitement qu'on va voir, par exemple, au sujet d'une catégorie comme celle du sexisme ou du racisme et une catégorie comme celle de l'agisme, pourrait induire l'idée que, en fait, la discrimination est moins importante. Parce que justement la catégorie est plus floue d'une certaine manière, alors on pourrait dire que le problème est moins flagrant. Alors que dans un cas, le sexisme, le racisme, etc., là, le concept est net et donc, en fait, l'affront l'est d'autant plus. Ben moi, je dirais que le problème, justement, c'est encore plus insidieux parce que justement parce que la catégorie est moins nette, le type de discrimination, le type d'affront, de stigmatisation l'est d'autant moins et la personne ne peut même pas se dire victime de quelque chose, d'accord? Parce que, en fait, les outils conceptuels qu'elle doit utiliser d'une certaine manière pour identifier la manière dont on l'a traitée ou dont les autres vont identifier la manière dont elle a été traitée, ben, c'est une catégorie qui est très, disons, floue, en fait. Mais je pense néanmoins qu'on ne peut pas pour autant dire que ça devient un moindre problème. Alors, je m'inspire en fait de toute une série de travaux, mais je ne voudrais surtout pas limiter mon approche à ce type de conceptualisation, comme par exemple ce qu'on appelle le capacitisme en fait. Alors, il me semble que lorsque on s'intéresse par exemple au capacitisme, j'ai commencé à travailler par exemple sur une philosophie politique des personnes en situation de handicap. Et là aussi, il y a relativement peu de travaux en philosophie politique. Il y a beaucoup de travaux en philosophie morale, mais relativement peu en philosophie politique. Il me semble que ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la manière dont des groupes sont minorisés, dont sont jugés incapables d'eux. Donc, sont jugés, ce n'est pas le fait qu'elles soient capables ou non qui compte. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois dans mon exposé, que des personnes âgées sont en situation de très grande vulnérabilité, je ne le nie absolument pas. C'est la manière dont on va interpréter leur vulnérabilité qui, à mon avis, compte le plus. Qu'il y ait des personnes qui souffrent disons par exemple, qui sont dans l'incapacité de marcher, c'est évident. C'est la manière dont on traite ces personnes qui sont dans l'incapacité de marcher qui compte. Et je crois aussi qu'il en va de même pour un très grand nombre de personnes âgées, à l'exception peut-être de happy few, mais il suffit par exemple de se rappeler la pandémie, en fait, qui est un révélateur des inégalités sociales extraordinaires. Enfin, c'est un peu bizarre de dire que la pandémie est extraordinaire, mais en tout cas, elle a eu cet effet de, encore, non pas de créer quelque chose, mais de faire voir quelque chose, et puis aussi de faire voir à quel point on l'oublie rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que la crise est passée, on fait comme si tout avait été réglé, alors que absolument rien n'est réglé. Et on voit en fait qu'il y a un traitement absolument horrible des personnes âgées, que ce soit d'ailleurs en France ou ici, en fait. Donc, je pense qu'une étude comme celle qui a été faite en France, qui s'intitulait Les Fossoyeurs, sur les résidences pour personnes âgées, vous appelez ça les Orpea, non, c'est le groupe Orpea, c'est ça? Pardon? Les EHPAD, puis il y avait un groupe Orpea, c'est ça, merci, donc qui a un contrôle en fait européen extraordinaire et qui fait payer mais des fortunes aux personnes qui s'y trouvent, mais qui sont traitées mais vraiment comme du bétail. Enfin.
Là, je ne veux pas tomber dans une forme de spécisme pour dénoncer l'agisme, mais en fait, on pourrait dire qu'il y a énormément de résidences à l'heure actuelle. Enfin, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui échappent à mon regard critique, qui, là encore, ont une attitude au mieux paternaliste, sinon, mais vraiment très violente à l'égard des personnes dont on dit qu'elles doivent prendre soin. Alors, la situation de vulnérabilité, en fait, normalement, elle est protégée par les chartes des droits. Donc, là, je m'adresse en partie à des juristes, donc je vais faire très attention. Oui, il y a des chartes des droits, et en particulier, par exemple, l'article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne. Toute personne âgée ou toute personne handicapée elle doit être protégée contre toute forme d'exploitation. Telle personne a aussi le droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, j'en reviens au début de mon exposé, c'est la question de la responsabilité collective. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait des mesures juridiques qui, en principe, défendent les droits des personnes âgées, à la condition que ces droits soient pris au sérieux, c'est-à-dire qu'ils fassent l'objet d'une mobilisation de défense de ces droits de la part des communautés ou de la société. Donc, en fait, c'est une chose de lutter contre la maltraitance, la violence psychologique faite à l'égard des personnes âgées, c'en est une autre, en fait, de favoriser l'accès réel aux droits et libertés de ces personnes âgées. Alors, vous me direz, où est la liberté d'expression là-dedans? Je pense en fait que la liberté d'expression est un bon révélateur des difficultés que nous avons à l'égard de la conceptualisation des droits des personnes âgées. On va penser essentiellement les droits des personnes âgées comme des droits de protection, essentiellement des droits, nous devons en prendre soin, nous devons faire attention à eux, mais ça ne signifie pas pour autant que nous prenons au sérieux ce qu'on a appelé au cours du colloque ou ailleurs leur agentivité en fait, leur personne morale ou même leur véritable citoyenneté en fait. C'est un peu comme si on disait, ce qui compte, en fait, c'est tout simplement de les protéger, mais vers un certain âge, de toute façon, elles sont dans disons, elles ont de graves difficultés cognitives, elles ont toutes sortes de difficultés qui va faire en sorte que le mieux que nous puissions faire, en fait, c'est de leur donner un oreiller suffisamment confortable pour qu'elles puissent bien dormir la nuit. La plupart du temps, en fait, ce que ça signifie, c'est un oreiller, mais aussi la possibilité de les faire voter pour le parti qui est souhaité. Mais en fait, on évite de les voir vraiment comme des personnes comme les autres, ayant des avis, ayant des opinions, et surtout, en fait, on défavorise, au lieu de favoriser, leur participation au débat public. Alors, il me semble en fait qu'on pourrait dire, en réponse à mon argument, que, au contraire, le fait qu'il y ait un très, très grand nombre, puisque nous sommes dans des sociétés vieillissantes, le fait qu'il y ait un très, très, très grand nombre de personnes âgées dans nos sociétés exerce au contraire non pas une disparition de la démocratie, mais finalement une tyrannie majoritaire en fait. C'est que parce qu'elles sont très nombreuses, elles exercent un poids démographique sur nos démocraties qui fait en sorte que, loin de ne pas être entendues, au contraire, on leur accorde trop d'importance au détriment d'autres groupes comme les enfants ou comme les plus jeunes et ainsi de suite. Je pense en fait que je ne suis pas convaincu par cet argument parce que je crois que si vraiment nous voulons prendre au sérieux une espèce de slogan des personnes comme les autres, eh bien ça signifie que nous ne devons pas leur accorder plus de droits, mais que nous ne devons pas les réduire non plus dans le discours public. Alors, ce que ça signifie, je vais aller vite parce que je vois que le temps file. Ce que ça signifie en fait, c'est que il y a là, ici, je m'inspire, mais de façon très, très, presque poétique, si j'ose dire, mais je m'inspire en fait des thèses de Nancy Fraser qui va dire que, par exemple, il faut faire très attention que lorsque nous pensons uniquement en termes de politique de redistribution, mais non pas en termes de politique de reconnaissance, en fait, les politiques de redistribution, c'est-à-dire les politiques de justice sociale qui visent à protéger, par exemple, les groupes de personnes âgées, risquent de renforcer des mécanismes de stigmatisation et de discrimination sociale. En fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui permet aussi un renforcement positif des droits et donc des processus de reconnaissance. Donc, en fait, il faut effectivement lutter sur deux fronts. Donc, mon idée n'est pas de dire renforçons la démocratie ou comment dire, la visibilité démocratique des personnes âgées et oublions les questions sociales. C'est que pour moi, en fait, la question de la protection en fait des personnes âgées, d'accord,
uniquement dans une perspective de soins ou de les regarder en fait comme des gens dont nous devons nous occuper par obligation, mais sans les reconnaître comme des personnes, comme des agents, comme les autres, eh bien ça pose des problèmes. Donc de la même façon en fait que les droits et libertés civiles sont en situation de handicap, si j'ose dire, s'il n'y a pas les droits sociaux. De la même façon, les droits sociaux peuvent être un lourd handicap pour la personne si ce n'est pas accompagné de liberté civile. Donc, c'est ça, en fait, l'interdépendance des droits. Il me semble que le cas des personnes âgées le représente assez bien. En fait, là, désolé pour la deuxième référence, en fait, là, je m'inspire, mais encore une fois, de façon très approximative, de ce qu'une philosophe, Elizabeth Anderson, appelle l'égalitarisme démocratique. Alors, en fait, il s'agit d'abord d'éliminer des relations oppressives qui inhibent ou empêchent l'égalité sociale et renforcent des caractères de domination. Et il s'agit aussi de garantir que les individus disposent des capacités nécessaires. Là, on pourrait aussi faire attention au vocabulaire parce que je sais qu'il est chargé justement à cause de notamment Martha Nussbaum et Amartya Sen, mais je les mets de côté pour le moment. Mais simplement de renforcer en fait les dispositifs qui vont permettre socialement une réelle visibilité des personnes âgées dans le débat public. Là-dessus, je m'excuse encore une fois de faire référence à des choses qu'on a vues et de les détourner à mon profit, mais je pense à l'exposé de Pierre Trudel qui disait que très souvent, en fait, on a une vision des droits et libertés, et en particulier de la liberté d'expression, qui est une vision, disons, atomiste d'une certaine manière, où on s'intéresse plus, en fait, aux droits de l'individu, mais on ne voit pas, en fait, que un droit comme celui de la liberté d'expression doit être pensé en référence à des agents sociaux ou à des groupes sociaux. Et ça suppose un travail en amont, autrement dit. Il ne s'agit pas simplement de protéger la liberté d'expression et d'intervenir à partir du moment où elle serait lésée. Il s'agit aussi de se donner des mécanismes structurels qui permettent une meilleure participation au débat public de la part des personnes âgées. Ça signifie en fait de traquer ce qu'on a appelé les injustices épistémiques, et ça signifie effectivement de donner lieu, là je reprends les travaux de gens comme Jürgen de Wispeller, David Casassas, qui vont dire qu'en fait, nous devons penser à des mécanismes de contestation démocratique, en fait. Nous devons penser à des mécanismes où la démocratie n'est pas simplement vue comme une réaction par rapport à un mal, mais vraiment quelque chose qui permet de corriger le tir avant même que le mal soit fait. Donc, un processus de contestation, c'est un processus qui permet de rendre compte, en fait, des contre-arguments d'un groupe social dans une communauté donnée avant même que les torts qu'il va vivre lui soient infligés. Et là, je pourrais donner l'exemple, en fait, d'un groupe que j'admire beaucoup. Vous savez, alors pour nos invités européens ou pour les autres qui ne sont pas au courant, mais il y a toute une histoire en ce moment à Montréal au sujet d'une résidence, en fait, qui s'appelle la résidence du Mont-Carmel, où un propriétaire a décidé tout simplement de réduire les services de la résidence pour personnes âgées jusqu'à sa plus simple expression, de faire en sorte que les pièces communes ne soient plus accessibles, bref, de rendre la vie impossible aux résidents pour mieux pouvoir la fermer par la suite. Le pauvre garçon, enfin je vais quand même pas le plaindre, mais le pauvre garçon ne savait pas en fait que parmi ses résidentes, il y avait des religieuses qui avaient fait leurs armes à la théologie de la libération en Amérique du Sud, qui étaient des militantes acharnées de longue date. J'en connais une qui a 90 ans et je pourrais vous dire qu'elle a bien des choses à nous apprendre encore. Et il y a des gens extraordinaires dans ce milieu-là qui sont dotés de mécanismes de mobilisation, de mécanismes juridiques, mais aussi de mécanismes participatifs extrêmement intéressants. Le problème, parce qu'évidemment, il fallait que l'histoire ne soit pas aussi belle que celle que je suis en train de vous raconter, c'est que ce qui a marché le mieux jusqu'à maintenant en termes de visibilité démocratique, ben c'est quelque chose comme tout le monde en parle. C'est-à-dire que le jour où elles sont passées à tout le monde en parle, là, Guy Lepage, je ne devrais peut-être pas mordre la main qui les nourrit, mais Guy Lepage a dit, ben, écoutez, on va faire mieux, on va lancer une campagne de dons, on va annoncer votre campagne de dons à la télévision. Et effectivement, ça a eu un effet extraordinaire. Moi, ce qui me gêne, par contre, en fait, c'est que la conscience d'un tel débat passe essentiellement par quelque chose qui est encore une fois une façon de voir comme on va être charitable avec ces pauvres gens. On va essayer de les aider.
j'ai terminé, je m'arrête là-dessus. En fait, ce qui me semble le vrai problème lorsqu'on parle de la liberté d'expression, d'une part, c'est lorsqu'on la réduit à des éléments de liberté individuelle, on ne s'intéresse pas aux groupes sociaux qui sont concernés, on ne regarde pas exactement les contextes et les moyens, en fait, de la liberté d'expression, ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer ces personnes, mais on va les considérer essentiellement comme des victimes, au lieu de les voir vraiment comme des personnes comme les autres. Merci.